vendredi 18 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous tous qui nous suivez à cet instant précis sur les antennes de la 10e rue télévision. C'est votre émission C'est Politique. Nous arrivons en ce jour avec la grande question d'actualité. Vous le savez bien, la révision constitutionnelle sous la table des politiques. Cette question divise la classe politique. On en parle dans cette émission avec mon invité, mais sinon je vous recommande d'être branché. Merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Charles Kitenge, Naomi Bizi, Dieudonné Masouda, Machulov, Toussaint Loubaki, pourquoi pas Moros Andemia, Papa Anadjos. Vous êtes nombreux à nous suivre, chers téléspectateurs. Nous allons prendre la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. On démarre avec Forum des As qui titre Nord Kivu, parti en décembre 2023. La MONUSCO revient à Lubero. Ok. 100 jours après le gouvernement souminois, c'est-à-dire souminois se consolide. Sondage Le Point. Mouyaya d'école, Doudou Fwamba et Meboji, Constant Moutamba se distinguent dans l'opinion. Allez, il n'y a pas vraiment grand-chose. Moukoko Samba écarte les spectres de la pénurie des carburants. On va prendre le vrai journal qui titre « Négociation de Luanda dans la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, la neutralisation des FDLR, un mirage ». Paiement de 30% des dettes dues à FOGEC, à POSEM et ANADEC. Les DG de la RSP s'engagent à apurer les arriérés enregistrés depuis 2020. Sondage Le Point, alors ça revient toujours, même titre, Fondation Sangouma. Laissez-moi par ailleurs saluer l'honorable Sangouma, qui nous suit certainement depuis sa résidence. Paiement de 30% des dettes dues au FOGEC. La même information, nous allons revenir sur la réouverture de l'enquête sur les crimes commis dans la partie orientale de la RDC par la CPI. Ok, RDC, Samuel Bemba et Patrick Mouyaya salue l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gabriel Moki apprend la réforme constitutionnelle, unifier et fortifier les Congos. On en parle dans cette émission. La révision constitutionnelle, je le disais tantôt, cette question divise la classe politique. Enfin, nous allons prendre les tout derniers Congo Nouveau qui revient sur les sondages. Le Point 100 jours après, Souminois se consolide. Même titre toujours Moukoko Samba, oui, nous l'avons lu tantôt. Révision constitutionnelle, majorité, opposition à couteau tiré. Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs. En plateau, nous avons un invité qui a accepté de répondre à notre invitation. Il est juriste, mais en ce jour, nous le recevons comme acteur politique, leader Kingozi Bin Ali. Il est le président du mouvement citoyen Milelo Yamboka et secrétaire exécutif national à la justice du parti politique AREP. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien et je suis très ravi de répondre à cette invitation. Et à cette occasion, je salue le peuple congolais. Et à la même occasion également, je salue également le chef de l'État ainsi que toute la classe politique de notre pays. Vous n'avez pas salué les enseignants et les médecins, vous savez, leur situation, ça dégénère un tout petit peu. Bien sûr, je n'ai pas salué particulièrement, mais c'était dans la généralité, lorsque nous avions dit que nous saluions le peuple congolais, parce que les enseignants ne sont pas membres d'une corporation qui s'écarte de la nationalité congolaise des personnes qui en bénéficient. Ils sont congolais comme tous les autres, comme les enseignants sont en train de réclamer. Les mécaniciens peuvent aussi réclamer aussi leurs droits. Et nous aussi... Les mécaniciens? Oui, nous aussi. Il y a les mécaniciens d'État ou... Il y a les mécaniciens d'État. Quand vous allez dans les institutions de l'État, dans les entreprises publiques, il y a moyen qu'on puisse trouver des personnes qui exercent l'activité de la mécanique pour pouvoir servir la République. Et nous également, les membres de la société congolaise, nous pouvons aussi exiger certaines réclamations, mais cela ne peuvent pas ou cela ne pourrait pas empêcher la matérialisation de la vision du chef de l'État pour l'intérêt commun. Très bien, merci beaucoup. Cependant, vous avez... je parlais tantôt de la situation des médecins, des professeurs, mais à cela s'ajoute aussi la situation de la presse congolaise. Nous sommes en train ici d'interpeller les autorités. Il est temps de subventionner la presse congolaise. Il est temps. Nous vous avons accompagné depuis que le Congo existe jusqu'à ce jour. Alors, cependant,
personne n'y pense. Comment est-ce que la presse peut être prise en charge par le gouvernement congolais? Cependant, nous n'allons pas cesser de vous interpeller, d'éveiller la conscience de la majorité pour que cette question trouve une solution. Allez, nous allons aborder la thématique. On commence avec la révision constitutionnelle. Primo, je le disais tantôt à la présentation, vous êtes le secrétaire exécutif national à la justice du parti AREP. Alors, cependant, vous êtes pour ou contre la révision constitutionnelle? Une question portée haut par les partis au pouvoir du UDPS. Bon, vous savez, monsieur le journaliste, il serait beaucoup prématuré que nous puissions nous permettre de nous positionner en faveur ou en défaveur d'une possible révision constitutionnelle. Parce que de telles questions supposent des réunions et des réunions au sein de chaque formation politique pour pouvoir dégager la vision principale ou encore maîtresse que la formation politique devrait prendre à cet effet. Et en ce qui nous concerne dans notre parti politique, cette question n'a pas encore fait l'objet d'un débat. Et je ne sais pas si dans d'autres formations politiques, la question a déjà fait l'objet d'un débat. Parce que d'ailleurs, le vrai débat par rapport à cette question devra se faire au Parlement. Mais jusqu'à ce jour, le Parlement n'a pas encore invité ni un membre du gouvernement, moins encore un membre du Parlement pour pouvoir présenter cette question afin qu'on puisse en discuter. Mais le chef de l'État, n'oubliez pas, il avait quand même soulevé l'autre fois, c'était en Europe, si je m'abuse, où il avait parlé d'une commission qui devrait justement être mise en place pour commencer à travailler sur la révision constitutionnelle. Vous savez, le chef de l'État, comme le dit notre Constitution, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Exact. Et dans la manière dont il est en train de piloter l'action nationale ou l'action publique, d'après sa vision, il est la seule personne à déceler les failles qui pourraient exister dans la Constitution. Exact. Et il ne faudrait pas prendre les déclarations ou les paroles du chef de l'État comme étant une décision prise par lui en tant qu'institution pour que cela se matérialise par le biais du Parlement. Mais il faudrait le prendre comme un souhait, un vœu, en tant que les garants de bon fonctionnement des institutions qui voient là où le pays va par rapport à d'où nous venons et à où nous nous trouvons principalement. C'est comme ce qu'on appelle, d'après les juristes, des lege ferenda. Et ils souhaiteraient, comme tous les Congolais souhaitent, voir certaines dispositions puissent être amendées. Par exemple, dans le fonctionnement de la République, après justement les installations des institutions, cela crée beaucoup de lanternes et cela crée même des lourdeurs pour que les institutions s'installent effectivement de sorte que le membre ou les animateurs de ces institutions-là puissent prendre leurs fonctions. Et il convient peut-être dans l'avenir, lorsque la question sera soumise devant les deux chambres du Parlement ou devant nos populations, et ça sera à ce moment-là que nous pourrons en débattre. Parce que vous savez, les débats sur la révision de la Constitution ou sa modification est un débat qui est différent sur les débats liés au changement de la Constitution. Et je ne sais pas dire si c'est le malheur que notre pays a ou c'est par l'envie ou par les soucis du patriotisme que nous voyons tous les Congolais qui sont en train de s'inviter dans pareil débat. Il y a même des menuisiers qui s'invitent dans le débat, il y a des infirmiers, il y a des médecins. Ce n'est pas non plus un péché. Ce n'est pas non plus un péché, mais ce n'est pas... c'est moins admissible. Pourquoi? Parce que moi, en tant que juriste et praticien du droit, là où on serait en train de discuter sur les éléments mécaniques d'une machine ou sur les éléments médicaux d'un corps humain, je ne pourrais pas donner ma contribution puisque je ne maîtrise pas les secteurs. Mais par contre, il faut laisser aux experts, à ceux qui maîtrisent là, vous péchez un tout petit peu parce que les secteurs de pouvoir donner des avis. L'article 218 de la Constitution donne aussi pouvoir à la population à travers une pétition. Donc, tu sais, il faut récolter plus ou moins 100 000 signatures pour que nous passions à la révision constitutionnelle. Oui. Donc, cependant, le peuple a droit d'émettre leur point de vue par rapport à cette révision. C'est vrai, le peuple peut émettre son point de vue, mais cela doit se faire dans les normes
établis ou prescrits par les lois de la République. Voilà que vous avez évoqué la pétition. Mais comment cette pétition doit se faire si les experts n'ont pas été invités au débat pour pouvoir éclairer la lanterne de nos communautés congolaises? Et face à cela, que j'ai dit, je ne sais pas si ce sont des malheurs qui tombent sur le Congo pour que nous puissions voir tout le monde s'inviter dans le débat. Nous voudrions dire aux Congolais ce qui suit principalement. La Constitution, d'abord, c'est un acte par lequel un État est organisé par des principes qui sont contenus dans cet acte. C'est-à-dire son organisation, son fonctionnement et comment devraient se dérouler les institutions et les garanties que les communautés internationales ont pu décider doivent être retrouvées dans ces documents, dans cet acte que nous appelons la Constitution. En d'autres termes, la Constitution, c'est comme une loi fondamentale. C'est la Bible d'un peuple. Exact. Un peuple sans Bible, c'est un peuple qui est voué à disparaître. Dans les temps anciens, lorsque nous allons avant 1885, nous étions un peuple sans Bible, c'est-à-dire un peuple sans Constitution. Et après le découpage ou encore le traçage des frontières, après la conférence de Berlin de 1885, nous avons commencé à exister. Et nous avons été transférés de l'EIC jusqu'à ce que nous sommes devenus la République démocratique du Congo aujourd'hui, avec plusieurs textes qui régissaient. L'EIC était indépendant du Congo. Était indépendant du Congo. Très bien. À ce jour, nous avons une constitution qui a été élaborée de par les constituants qui se sont retrouvés à Sun City et ont délibéré au regard de toutes les situations que vivait notre pays. Notamment, après le départ de Mobutu, le pays a connu un changement brusque dans sa gouvernance. Mosé Kabila est arrivé par voie d'un coup d'État. Et lorsqu'on dit coup d'État, les coups d'État, ce sont des événements qui amènent un changement brutal dans le fonctionnement des institutions. Prendre le pouvoir par force. Et dans la gouvernance. Et lorsqu'on prend le pouvoir par force, on l'exerce aussi d'une manière particulière. Et du temps de Mosé, nous avons vécu que le pays était en train de fonctionner sur base du décret-loi de 1997 qui était en train de gouverner la République. Et après que... Mais tout allait bien, il faut les reconnaître. Ben, tout allait bien. Le temps pour lui d'organiser les choses, de faire asseoir le Parlement, les institutions et tout ce qui est... Bon, tout allait bien pour certains, mais pour d'autres, les choses n'allaient pas bien puisque nous n'avions plus de pluralisme politique. Il n'y avait pas une base. Il n'y avait pas une base et, conséquence, il n'y avait pas de pluralisme politique, de sorte que les Congos étaient déjà habitués de vivre dans un cadre démocratique où la pluralité politique était un principe. Nous venions de la CNS avec Mobutu et il y avait libéralisation des partis politiques. Chacun Congolais, exact, 91-92, et chaque Congolais était libre de créer son propre parti politique ou sa formation politique et d'adhérer. Mais avec l'avènement de l'AFDEL, nous avions basculé à un système pratiquement antidémocratique. Et c'est au cours de ce système antidémocratique qu'un autre mouvement est arrivé. Les ennemis du Congo ont réussi malheureusement à faire donner la mort à notre ancien président Mosé Kabila, paix à son âme. Et par la suite, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avait pris le pouvoir et a continué à diriger. Et vu les difficultés dans la gestion et la communion liée à l'unité nationale, il était question que tous les animateurs des différentes classes des élites congolaises puissent se retrouver sur une même table dans le but de réfléchir comment on devait passer d'un camp vers un autre camp qui pourrait permettre que le pays connaisse une stabilité, non seulement dans ses institutions, mais aussi dans son économie, pour que les peuples puissent en bénéficier. C'est comme ça qu'il y a eu la convocation du dialogue intercongolais. Bon, avec moi ici, j'ai un avant-projet de la Constitution. J'ai avec moi ici l'avant-projet de la Constitution actuelle, donc qui a été faite en mai 2005. Alors, devant ces évidences en Afrique du Sud, notamment principalement ou encore à Sun City, les constituants ou encore qui se sont retrouvés au sein de la classe politique congolaise. Pendant ce temps, le pays était divisé par plusieurs fractions. Il y avait, nous les Congolais qui vivions ici dans la capitale,
nous étions soumis sous l'autorité de l'ancien président Joseph Kabila qui était en train de gouverner de facto la République entière, sous l'exception notamment des partis qui ont été occupés par les rébellions d'antan. Il y avait parmi les rébellions, notamment, il y avait le RCD Goma qui était dirigé par Wamba Diawamba, ensuite Arthur Zaïdi Ngoma, et puis ensuite qui a été dirigé par M. Azaria Sourberoa, le pasteur et aussi l'avocat. Il y avait la rébellion du RCD KML qui était dirigée par M. Mboussa Nyamwisi. Il y avait la rébellion du RCD national, ou N, dirigée par M. Roger Lumbala. Et en dehors de ça, il y avait plusieurs entités qui se reconnaissaient comme... Le MLC, vous avez oublié? Je n'ai pas oublié, j'en arriverai. Il y avait d'autres entités qui se revendiquaient être aussi maîtres de certaines portions de terre que nous appelions les entités militaires, notamment les Maï Maï, les groupes ainsi de suite, et aussi ça, le MLC. Congolais se sont retrouvés. Et bref, après ça, les Congolais se sont retrouvés à Sun City pour pouvoir abandonner leurs égos et renoncer aux intérêts mercantiles que certains pouvaient avoir et faire passer par-dessus tout l'intérêt supérieur de la nation. C'est dans ce cadre qu'il a été couché l'actuelle constitution qui a été, après la signature de l'accord global et inclusif à Pretoria, qui a été signé le 17 décembre 2002. Et face à cela, nous avons eu un nouvel ordre politique. C'était pour que nous ne puissions pas... un certain 18 février 2006. Avant les élections. Avant les élections. Parce que les élections, c'était au mois de décembre. Et ce qui fait que cette constitution est l'œuvre de toute la classe politique. Pour pouvoir la changer, en principe, il faudrait réunir aussi toute la classe politique. Qui dit classe politique, il faudrait penser aux anciens belligérants, mais qui n'existaient plus selon les formations structurelles qu'ils avaient avant. Parce que tous sont devenus ou ils se sont mutés en partis politiques. Il faudrait réunir les notables du Congo. Il faudrait réunir le peuple congolais selon chacune de ses représentativités. Vous aviez évoqué au départ la question des enseignants. Vous avez évoqué la question des journalistes. Des médecins. Nous avons même soulevé la question des mécaniciens. Il faudrait que chaque corporation désigne un délégué qui pourrait apporter leurs propositions au sein des ateliers préparatoires à la rédaction. Donc, au sein des ateliers préparatoires à la rédaction, préalable ou encore pressentie de la prochaine constitution. Alors, je vous lis l'article 218 de la Constitution, parce qu'on doit entrer dans les détails, vous nous suivez. Je l'ai toujours dit, vous le savez bien, cette question fâche, mais cependant, restons dans ces livres sacrés de la République pour dénicher certains articles. Vous en avez également les articles qui fâchent, vous me les donnez, je vais les lire pour les téléspectateurs, pour que tous ayons l'idée de ce qui dérange dans cette constitution visée à être révisitée. L'article 218 de la révision constitutionnelle, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment. Allez, vous êtes d'avis avec moi. Prenons les premiers points au président de la République, chef de l'État. Deuxième point, au gouvernement après délibération, un conseil des ministres. Troisième point, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. Quatrième point, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de deux chambres du Parlement. C'est-à-dire 4 institutions ici indiquées par l'article 218, celles-là qui peuvent porter justement la voix de passer à une révisitation de la Constitution. Votre avis? Mon avis est tel que nous ne pouvons pas contredire la Constitution. La Constitution donne les conditions, la procédure pour atteindre ou encore arriver à la possibilité de pouvoir modifier la Constitution. Et les personnes qui sont habilitées à saisir le Parlement de sorte que la Constitution soit révisitée. Mais je voudrais que nous ne nous écartons pas du débat. Il faudrait que le peuple congolais puisse nous comprendre à cet instant. Nous voudrions dire ceci à la population congolaise. La révision de la Constitution est prévue, certes, par la Constitution elle-même. La démarche à suivre est également prévue par la même Constitution. Exact. Mais la Constitution pose aussi certaines limites
pour que cette révision ne puisse pas intervenir selon certaines conditions. Notamment ces conditions, nous pouvons les lire dans la disposition qui suit, c'est-à-dire dans l'article 219. 218, on parle de ceux-là qui peuvent initier, qui peuvent amener à la réforme de la Constitution ou encore à sa modification. Alors, je prends l'article 219 pour l'intérêt de nos téléspectateurs de la révision constitutionnelle. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Cela veut dire quoi? Nous pouvons avoir des dispositions qui sont censées être révisables ou révisitées, mais dès lors que les éléments contenus dans l'article 219 ne sont pas réunis ou font défaut, nous ne pouvons pas passer à la révision parce que la même Constitution nous interdit de pouvoir initier une quelconque révision au moment où nous sommes dans des cas d'état de siège comme d'urgence actuellement avec la guerre qui nous est imposée à l'est du pays. Question directe. Ce n'est pas toute la République qui est sous l'état de siège. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas toute la République qui est sous état de siège, mais toute partie de la République fait partie de la République. Mais nous lisons la Constitution. C'est-à-dire que les Congolais qui se trouvent à Goma, les Congolais qui se trouvent à Minova, présentement, ne sont pas différents des Congolais qui se trouvent à Mayombe ou encore à Mbandaka. Il faudrait donner la possibilité à tous les Congolais de pouvoir s'exprimer. Ceux-là qui sont empêchés de s'exprimer présentement, puisqu'ils sont sous un état de siège suite à la guerre, ont aussi les soucis et l'amour de pouvoir donner leurs idées en ce qui concerne une révision. Alors, on ne peut pas sectionner ou saucissonner une révision pour ceux-là qui vivent à Kinshasa, dans le Bandundu et dans la province orientale, dans une partie. Explicité. Par rapport à cet article. Donc, par rapport à cet article, il n'y a pas l'urgence de réviser. Il n'y a pas possibilité qu'on puisse débattre de la question de la révision tant que la République est encore sous état de siège. Mais vous le savez bien, le groupe des élus du Grand Nord sont justement dans les démarches de sorte que qu'il y ait plus prorogation de l'état de siège de l'autre côté. Bon, les groupes des élus du Grand Nord ou du Grand Kivu, s'ils pourraient être dans des démarches de sorte que l'on puisse lever cet état de siège, je pense que ça sera une très mauvaise démarche. Comment ça? Parce que un Congolais qui aime son pays doit comprendre qu'une mesure qui a été prise par le gouvernement, réunie et entérinée par le chef de l'État, cela n'est pas un élément de jeu ou de blague que le président de la République va se réveiller un matin et il prend la décision. C'est pendant cette question... par rapport à nos multiples enquêtes menées par le gouvernement et par les branches de la société civile qui œuvrent dans le pays, que les résultats qui ont été présentés sur la table du gouvernement, que le chef de l'État avait levé l'option qu'on puisse décréter cet état d'urgence. Très bien. Alors, cet état de siège. Alors, je vous relance. Cette question a été portée par les groupes des élus du Grand Nord, justement, après les vacances parlementaires, parce que ils ont côtoyé la base, ils ont entendu la base, et raison pour laquelle ils sont venus auprès du président de l'Assemblée nationale pour lui dire ce que la base veut de ses côtés. Cependant, pourquoi dire que cette option n'est pas bonne? Vous savez, la question de l'Est du pays ne dépend pas seulement des élus du Grand Kivu. Ils sont proches de la population. Cette question dépend de tous les Congolais. Le fait d'être élu ne nous donne pas ou ne donne pas à ces élus-là la particularité d'être plus proche de cette population. La population est plus proche de toutes les autorités ou de toutes ses autorités. La population est plus proche de tous ses concitoyens. Alors, dans ces cas-ci, il faudrait que cette question puisse être soumise devant la table ou sur la table du gouvernement afin d'en discuter à nouveau et que le gouvernement seul, organe capable de gérer les fonctionnements de la République, puisse en décider. Mais d'après les informations que nous avons de ce qui se passe à l'est du pays, nous pensons qu'il n'est pas encore le moment pour qu'on puisse lever cet état de siège. Lever l'état de siège risquerait de plonger le pays dans une guerre que nous n'aurons peut-être pas les moyens de finir ça plus vite. Il faudrait laisser cette question, qui est une question très majeure, au gouvernement de la République, au président de la République,
et aussi avec nos partenaires du pays, de la RDC, de sorte que nous puissions trouver des mécanismes pour mettre fin à cette guerre injuste qui nous avait été posée. Alors, chers téléspectateurs, vous nous suivez à travers l'ensemble du territoire national. De l'autre côté de la rive également, vous nous suivez. Merci de votre fidélité renouvelée sur les antennes de la 10e rue télévision. Alors, leader Kingozi, ici, je vous pose une question directe. Personnellement, vous êtes pour ou contre la révision constitutionnelle? Vous savez, la question, elle est très pertinente. Elle est très pertinente. C'est une question directe. S'il y avait possibilité d'échanger la Constitution, cela pourrait être une bonne solution pour pouvoir résoudre beaucoup des questions qui n'ont pas été soumises ou qui n'ont pas été reprises dans l'actuelle Constitution. La série des questions continue. Non. La question continue. Là, cette série continue. Une autre question. Partagez-vous l'avis de ceux-là qui disent que l'actuelle Constitution promulguée en 2006, le 18 février, ne correspond plus aux réalités actuelles? En tout cas, par rapport à cette question, je voulais en venir par rapport au cheminement que j'étais en train de faire. Allez-y. Je disais que le changement des constitutions répond à plusieurs exigences. Il faudrait, ou très souvent il arrive, lorsqu'il y a coup d'État, il y a putsch, il y a une révolution, il y a une rébellion ou une insurrection, ou encore une insurrection, cela débouche généralement au changement des constitutions. Et ça crée aussi de facto un changement des régimes ou de la République. Alors, la question était de savoir, est-ce que la RDC est prête à changer des républiques? Puisque qui dit changer la Constitution dit également changer des républiques. Si cela devrait se faire de manière démocratique, il faudrait que ça soit soumis à un préalable consensuel, qu'on réunisse la classe politique, qu'on réunisse les forces civiles, qu'on réunisse les délégués de la population. Mais en ce qui concerne, comme que il ne serait pas possible qu'on puisse changer la Constitution par rapport à ces conditionnalités, on peut peut-être se rabattre à toutes les possibilités de modifier certaines dispositions. Mais pour qu'on puisse réviser ces dispositions, la question qui était posée était celle de savoir s'il y a des dispositions à modifier. Bien sûr, il y a des dispositions à modifier. Comme par exemple? Comme par exemple la disposition sur la nationalité congolaise. Notre Constitution nous donne la possibilité à ceux-là qui ne sont pas congolais, ni des pères, ni des mères, ou encore, après avoir vécu sur le sol congolais, d'être passibles à solliciter l'acquisition de la nationalité congolaise. Cela veut dire en d'autres termes, toutes les personnes qui se sont retrouvées sur le sol congolais en ayant une certaine période donnée. Après cette période donnée, ces personnes ont la possibilité de solliciter la nationalité congolaise. Nous sommes dans l'article 10 de la Constitution. Oui. Je peux lire cet article pour je vous en prie, monsieur le journaliste. La nationalité congolaise est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Le premier paragraphe, le deuxième. Est congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont le personne et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo, présentement la RDC. À l'indépendance, bien évidemment, le troisième paragraphe, une loi organique détermine les conditions des reconnaissances, d'acquisition, de pertes et de recouvrement de la nationalité congolaise. Article 10. Alors, je voulais dire ceci par rapport à la disposition. Sur la possibilité d'acquisition de la nationalité congolaise, cette question peut être maintenue dans la Constitution comme tel est le cas. Mais, en ce qui concerne de l'exclusivité de la nationalité congolaise, elle devrait normalement être séparée pour que cette question soit incluse à la nature ou au contenu de la disposition de l'article 220 qui interdit les modifications de la nationalité. Pourquoi? Parce que si un jour, ça, on doit se mettre à la place de tout Congolais que l'avenir pourrait évoluer ou pourrait changer.
Si un jour nous cheminons ou nous tombons sur un piège tel que de pouvoir accepter la possibilité que les Congolais puissent posséder 2 nationalités ou encore la double nationalité, cela ferait que toutes les personnes qui ne sont pas Congolais d'origine, mais qui vivent sur le sol congolais et qui vont dorénavant, en rapport avec l'alinéa qui suit, à acquérir ou encore à bénéficier de la nationalité congolaise par acquisition, et ces gens-là pourraient prétendre accéder à certaines fonctions de notre République, de notre pays. Mais par contre, si nous amenons cette partie de la disposition de l'article 10, ensemble avec le contenu de l'article 220, nous remarquerons qu'il n'y aurait plus la possibilité que les Congolais ou encore les Congolais par acquisition bénéficient de la double nationalité pour prétendre à accéder aux plus hautes fonctions de notre République. Voici ce que dit cette disposition de l'article là en question, 220. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Parce que ceux qui ne soutiennent pas le Congo sont en train de travailler de sorte qu'on puisse modifier cette partie des dispositions pour que nous tombions dans les cas de double nationalité. Alors, c'est une disposition que tous les Congolais doivent s'y approprier pour que nous puissions les verrouiller ensemble avec les autres dispositions déjà verrouillées, notamment l'article 70 de la Constitution sur la durée du mandat. Alors, une parenthèse, à l'heure actuelle, la République démocratique du Congo n'a pas encore adopté la loi des binationaux, c'est ça? Non, non. Alors, entre guillemets, vous le savez bien, dans notre gouvernement, il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Canadiens, des nationalités. Là, vous le savez. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, personnellement... Oh, vous le savez? Non, non, moi, je ne le sais pas. Là, pour le savoir... Un étranger a été nommé Premier ministre dans ces pays, il vous souviendra? Je n'ai pas l'information. Je n'ai pas l'information parce que je non, ne jouez pas l'ironie, quand même, vous le savez bien. Je m'en tiens aux réalités constitutionnelles ou légales de notre pays pour accéder à une fonction clé de notre pays qui a des relations avec la souveraineté de ces pays. Il faudrait être un Congolais. Et dire nous avons des ministres qui ont des nationalités étrangères. Dire qu'il y a des Congolais qui ont des nationalités étrangères, personnellement, je n'ai pas l'information. Parce que je devais être en possession des éléments des preuves. Alors, on y va mollo parce que nous avons une dernière thématique. Il faut qu'on parle au moins des états généraux de la justice. En République démocratique du Congo, vous le savez bien, le ministre Moutamba va quand même y mettre, vous le savez bien, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dit par le passé que nous avons une justice malade. Allez, avant de clore le premier sujet, vous, personnellement, leader Kingozi, vous êtes pour les changements de la Constitution ou la révision constitutionnelle? Je suis pour l'intérêt supérieur de la nation. S'il faudrait changer la Constitution, il faudrait réunir toute la classe politique. Très bien, merci. Il faudrait réunir les forces civiles vous donnez raison. Et tous les Congolais. Merci. S'il faudrait réviser la Constitution, les conditions prévues de sa révision sont bien explicitées par la Constitution. En ce moment, on ne peut même pas débattre sur cette question. Ils ont tort ou raison, ceux-là qui disent que les camps au pouvoir veulent à tout prix modifier la Constitution pour que le président en place s'éternise aux affaires. Non, non, ils ont tort de le dire parce que les camps au pouvoir n'a jamais donné des communiqués ou n'a jamais fait des déclarations. Vous n'avez pas suivi le secrétaire Kabouya qui a lancé la campagne de sensibilisation de la révision constitutionnelle? Le secrétaire Kabouya engage l'UDPS. Parti au pouvoir. Parti au pouvoir. L'UDPS est membre. Ça a un impact. L'UDPS est membre d'une grande formation ou une grande corporation politique qui est l'Union Sacrée. Au sein de l'Union Sacrée, nous avons plusieurs partis politiques. Si un des partis politiques initie une campagne de sensibilisation, ce parti politique est libre. Nous sommes dans un état, d'après notre constitution, un état de pluralisme politique.
Et dans le pluralisme politique, voudrait aussi que la liberté de pensée et puis d'expression. Comme vous faites allusion, et en ce moment, et puis en ce moment, il n'y a aucun débat qui a été soumis sur la table du gouvernement ou encore au sein de notre Parlement afin de débattre sur la question liée à la Constitution. Permettez-moi de vous relancer parce que vous faites allusion à l'Union sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui la position prise par l'UDPS dérange-t-elle Kamere, Bahati, Bemba, qui encore Mbosso? Sama, il ne faut pas oublier Sama. Est-ce que la position de l'UDPS dérange ses leaders politiques? À cette question, il faudrait que nous faisions un distinguo. Il y a leaders politiques en tant que personnes physiques, et puis il y a des leaders politiques qui conduisent des structures. Donc je parle de l'Union sacrée. J'en arrive. Vital Kamerhe représente une corporation politique. Bahati Lukwebo représente également une corporation politique comme les autres. Jean-Pierre Bemba, j'oublie Jean-Pierre. Et puis par rapport à la question, nous n'avons pas été en contact direct avec la personne de Vital Kamerhe pour connaître quelles sont ses intentions ou quelle est sa volonté. Mais ce qui est l'Assemblée nationale. Mais ce qui est vrai, une telle décision ne relève pas des individus, personnes physiques. Une telle décision doit découler de la volonté exprimée au sein des structures qui composent l'Union sacrée. Voilà pourquoi je vous dis qu'en cet instant, l'Union sacrée ne s'est pas encore réunie pour pouvoir discuter de la question. Et si la question est discutée, elle pourrait être éventuellement soumise devant le Parlement ou non. Et le Parlement, en ce moment, ne peut même pas faire allusion d'un tel débat, puisque analyser une question liée à la révision de la Constitution ou encore à son changement, pour l'instant, serait aller à l'encontre de cette Constitution. C'est-à-dire, en d'autres termes, ça sera une grave violation de la Constitution. C'est le direct de la 10e rue. Merci de nous suivre, chers téléspectateurs. Nous sommes en train justement de chuter dans cette émission. Merci à la grande équipe, Moro Sandemia, Toussaint Loubaki, pourquoi pas Dieudonné, Massounda. Toussaint, ça va? Allez, on prend à la deuxième thématique, les états généraux de la justice congolaise, annoncés par le ministre Moutamba. C'est un programme du gouvernement. Cependant, nous avons une justice malade. Moutamba s'interroge sur cette maladie. Voyez-vous l'homme y parvenir pour traiter cette justice malade? Vous savez, il y a des choses que certaines personnes oublient. Comme nous avions dit tout à l'heure, le malheur, c'est d'être congolais où tout le monde s'invite au débat. Par rapport à la question sur l'état de notre justice, tout le monde sait que notre justice souffre un tout petit peu. Elle est malade. Et tout le monde sait également que le président de la République l'avait dit clairement. Et tout le monde sait aussi que le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts, de sorte qu'on puisse améliorer les conditions. Qu'on puisse traiter cette justice malade. Bon, qu'on traite ou qu'on améliore les conditions de la justice sont aussi les voies par lesquelles nous devons passer pour obtenir la saine justice qui pourrait profiter à tous les Congolais. Parler des états généraux, c'est un projet, c'est un programme du gouvernement qu'il faudrait atteindre. Ces états généraux peuvent arriver à tout moment. Ça peut intervenir cette année, l'année prochaine ou peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans. Mais moi, je pense qu'il faudrait traiter des questions qui sont urgentes. Vous pensez que la question les questions urgentes au sein de la justice. C'est-à-dire, il y a des cas qui peuvent être traités à long terme et il y a de ces cas qui pourraient être traités à moyen terme et des cas traitables à court terme. Et moi, je propose plutôt une solution à court terme. Vous proposez je propose au ministre Moutamba. Ou bien à la République? À la République, bien sûr, puisque lui, il représente le gouvernement. Alors, parmi les propositions que j'aimerais faire au ministre Moutamba et aussi à tous ceux-là qui participent dans l'administration de la justice dans notre pays, en attendant que les états généraux puissent se tenir, il serait peut-être mieux que le ministre Moutamba crée, ou le gouvernement congolais puisse créer un cadre de concertation qui réunirait le gouvernement représenté par les ministres ayant dans ses attributions la justice, le ministre ayant dans ses attributions les droits humains, le ministre ayant dans ses attributions les budgets, le ministre ayant dans ses attributions les finances publiques de l'État. De l'autre côté, que nous ayons la représentation des corps des magistrats venant comme des délégués du Conseil supérieur de la magistrature.
à côté d'eux, que nous ayons les délégués qui représentent les corps des greffiers, que nous ayons des délégués qui représentent les corps des huissiers de justice, que nous ayons des délégués qui représentent les corps des APJ, c'est-à-dire des agents des polices judiciaires, en c'est compris les OPJ. Alors, si nous avons des délégués issus de toutes ces corporations, lors de ces cadres de concertation, on pourrait mettre sur la table des discussions les questions les plus urgentes qui font que notre justice puisse avoir une image totalement malade à vue visuelle. Alors, le ministre Moutamba, pour moi, je pense qu'il doit prendre son mal à patience. C'est vrai que nous encourageons et nous soutenons la politique des réformes qu'il est en train d'engager ou encore d'envisager, mais que ces réformes-là doivent être superposées à un cadre de concertation ensemble avec les délégués de tous ces corps. Pourquoi vous apportez cette proposition? J'apporte cette proposition, pourquoi? Parce que nous voyons dans les réseaux sociaux, nous voyons dans les télévisions du pays ou encore d'ailleurs dans les journaux, soit dans la presse écrite, qu'il n'y a pas d'entente entre le ministre de la Justice avec les corps des magistrats. Parce que d'un camp qui soutiennent la pensée du ministre estime que ce sont les magistrats qui sont en train d'endeuiller ou encore de tuer la justice. Un autre camp... A-t-il tort? Ben, ça dépend des réalités de tout un chacun. Un autre camp pense également que ce ne sont pas les magistrats, mais ce sont entre guillemets les avocats, que je propose aussi que ceux-là soient aussi lors de ces concertations. Pourquoi? C'est vrai de dire qu'il y a des magistrats véreux. Et nous sommes convaincus qu'il y a des magistrats véreux. Au lieu d'appliquer la loi, ils préfèrent faire passer les intérêts des personnes qui ont normalement tort au détriment de ceux qui peuvent être bénéficiaires du bon droit. Si d'un côté il y a des magistrats qui sont malhonnêtes ou encore véreux, de l'autre côté il y a forcément des avocats qui peuvent aussi être malhonnêtes et véreux. Et dans les mêmes cas, il y a aussi forcément des greffiers, qui prononcent les des huissiers. C'est là qui prononcent les verdicts, les juges. Hein, oui, ce sont les juges. Les juges sont des magistrats, mais commis devant les tribunaux. Et les OMP sont des magistrats commis au parquet. Alors, je disais que s'il y a des magistrats qui pourraient être malhonnêtes, c'est de la même manière qu'il y a des avocats qui pourraient être aussi malhonnêtes, des huissiers de justice, des greffiers, des APJ. Moutamba, après sa prise, vous allez continuer. Moutamba, après sa prise de fonction, l'homme a fait une étude de la justice, parce que vous le savez bien, c'est un avéreux, il est avocat, il s'y connaît. Quand Moutamba dit que la République, à travers les secteurs judiciaires, perd à la hauteur de 8 millions de dollars qui pouvaient être bénéficiaires au trésor public, vous ne voyez pas qu'il y a vraiment... quelque chose qui ne va pas au sein de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo, et l'homme a raison de refaire cette justice. Voilà pourquoi nous étions en train de dire tantôt que ce cadre de concertation pourrait permettre à ce que la République puisse mobiliser des fonds. Lorsque dans le cadre des concertations, nous avons les ministres ayant dans ses attributions les finances de l'État ou encore les finances publiques, et ces derniers aura à proposer des mécanismes pour permettre à ce que le système judiciaire ou encore la justice de notre pays puisse faciliter la canalisation des recettes de l'État dans la caisse étatique ou encore dans le trésor public. Et dès lors qu'on ne fait pas ou qu'on ne tient pas ces cas de concertation, nous n'aurons pas la possibilité d'avancer, nous serons en train de stagner et de tourner en rond. Et parlant de cette maladie, en réalité, Moutamba, le ministre, a dit clairement qu'il y a des cas de corruption, il y a clairement des cas de concussion. A-t-il tort? Ben, cela dépend aussi des cas, mais cela pourrait aussi s'avérer vrai. A-t-il tort? Je dis que cela dépend des cas et cela pourrait s'avérer vrai, dans le sens que l'infraction de corruption ou encore l'infraction de concussion suppose toujours qu'il y ait 2 personnes au minimum ou plus. Parce qu'il y a celui qui apporte un présent afin de bénéficier d'un service au-delà de ce qui lui doit être normalement accordé, et la personne qui tire profit
de cela, alors lorsque les deux personnes n'existaient pas, il n'y a pas cas de corruption, il n'y a pas cas de concussion, mais dès lors que ces deux personnes-là existent, automatiquement, la tache noire ne peut pas se retrouver seulement dans les camps ou dans les corps de magistrats. Cette même tache noire doit se retrouver par-ci, par-là, et les responsabilités en soi doivent être quand il parle de bancariser le frais judiciaire qui doivent être désormais payés à la banque, cela apporte justement une solution au problème de corruption dont vous faites allusion. Vous savez, la question sur la bancarisation des frais de justice ou encore des frais judiciaires, ben, je ne sais pas si c'est une notion nouvelle, mais à ma connaissance, depuis la nuit des temps, la bancarisation des frais judiciaires existe déjà. Une personne qui voudrait saisir la justice par voie d'un tribunal ou par voie d'une cour d'appel, avant de pouvoir déposer son dossier, il doit payer le frais d'enrôlement et les frais de consignation. Et dès lors que ce nouveau justiciable saisit la justice, et pour qu'il paye ses frais de justice, il y a toujours des comptables d'État qui existent dans tous les cours et tribunaux. Et en dehors de ces comptables d'État, il y a toujours des agents de la DGRAD qui délivrent des notes de perception à ceux-là qui voudraient payer des frais de justice. Et dès lors que les notes de perception ont été délivrées, les personnes qui sont intéressées à continuer leur procédure devant la justice, elles y vont directement devant les banques pour pouvoir payer et apporter la preuve en annexe avant que son dossier puisse être connu. Lors des exécutions des décisions judiciaires, là où il faudrait faire des recouvrements de créances ou autre chose, au moment où le tribunal décide d'allouer soit des dommages intérêts à une partie qui a gagné un procès, comme le dit les jargons, ou encore une partie qui est bénéficiaire d'une décision en principal. Avant d'exécuter, la loi ou encore le principe de la procédure de recouvrement exige que cette partie bénéficiaire puisse tout d'abord payer les droits proportionnels. Et ces droits proportionnels sont payés toujours dans la caisse de l'État. Et avant le paiement de ces droits proportionnels, on délivre par le service de la DGRAD une note de perception pour pouvoir verser ces fonds dans la banque. Mais où vont ces fonds? La question, pour savoir où vont ces fonds, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans ces cas de concertation où le ministre ayant dans ses attributions les finances publiques pourrait nous éclairer. Parce que le ministère de la Justice ne peut pas gérer les fonds de l'État. Tous les fonds de l'État, peu importe d'où cela pourrait venir, sont canalisés et gérés par une seule personne qui représente le gouvernement dans le secteur des finances. À lui seul, de nous éclairer pendant les cadres, lors de ces cadres de concertation, pour pouvoir orienter et les corps des magistrats, les corps des avocats, les greffiers, les huissiers, les APJ, lorsque vous payez les fonds, voici la direction qui prenne ces fonds. Demandez ces fonds, la direction où ils vont, les magistrats ne sauront jamais répondre, ni les avocats, ni les greffiers, parce que eux ne se contentent qu'avec des notes de perception et des preuves de versement, des bordereaux de versement des fonds à la banque, ils annexent dans chaque part des dossiers. Dans ces traitements de la justice congolaise, voyez-vous Moutamba seul y parvenir? En tout cas, un bon conseil à notre ministre, il est très pertinent dans ses propositions de réforme, mais une équipe de football ne se joue pas à un seul joueur sur le terrain. La justice n'est pas une affaire du ministre qui a dans ses attributions le secteur. La justice est une affaire de tout le monde. Les conseils supérieurs de la magistrature, les différents barreaux de la République, les corps des défenseurs judiciaires, les corps des greffiers de justice, les corps des huissiers, les corps des APJ et aussi la population congolaise. Parce que même si ces corps pourraient intervenir, mais quand la population congolaise ou les populations ne s'associent pas dans cette démarche de pouvoir instaurer une bonne administration de la justice, cela pourrait se vouer en échec. Voilà pourquoi nous les conseillons que ce serait difficile de faire cavalier seul. Il serait beaucoup mieux de pouvoir approcher, comme il est l'autorité régulateur du secteur, qu'il approche les conseils supérieurs de la magistrature
que l'on essaye un peu d'harmoniser les vues, qu'il approche les corps des avocats, les différents barreaux de la République, qu'il approche tous les autres corps qui interviennent dans cette justice. Et nous aurons cette justice. Kingozi, les désengorgements des prisons à travers le pays, cet acte, comment vous l'avez trouvé? Les désengorgements des prisons à travers le pays, c'est une responsabilité premièrement du gouvernement. Dans le sens que... Du gouvernement au travers? Du gouvernement en soi. Ok. Laissez-moi évoluer. Allez-y. Nous constatons... Nous sommes à la fin, ne vous inquiétez pas, nous sommes à la fin. Nous constatons que notre pays n'a pratiquement plus de prisons, sinon des maisons d'arrêt. Il s'est fait que la société est en train de connaître une expansion démographique. Il y a des gens qui sont en train de naître jour pour jour et il y a des surpopulations dans certaines villes où il y a encore moyen ou possibilité de vivre et cela amène certains individus à commettre des actes considérés comme infractions. Et ces personnes qui commettent des infractions sont automatiquement des personnes dangereuses qu'on ne peut plus garder dans la société de peur qu'ils puissent perpétuer leurs actes. Et ce qu'il faudrait faire, il faut les éloigner de la société pendant un temps afin de les éduquer, de les former avant leur resocialisation. La prison éduque? La prison éduque. Je connais des gens qui sont sortis de prison éduqués, formés et changés. Mais le gouvernement n'a pas encore annoncé des projets. C'est vrai, il y a un programme de réforme pénitentiaire. Alors, ce que Mouya, je voulais dire Mouya, ce que Moutamba est en train de faire, c'est légal. Il appartient au gouvernement. Répondez à la question. Ce que Moutamba fait, c'est légal. J'en arrive. Il appartient d'abord au gouvernement d'ériger de nouveaux bâtiments qui pourraient recevoir de nouveaux pensionnaires pour que nous puissions avoir une meilleure possibilité de désengorger. Et du reste, ce qui se passe doit se faire en concertation avec tous les acteurs intervenant dans le corps ou encore dans le système judiciaire. Normalement, le ministre ne peut pas désengorger seul les prisons. C'est vrai, il a la possibilité d'engager les procédures de désengorgement, mais cela doit se faire avec l'intelligence ou la participation de tous les animateurs qui œuvrent dans le secteur de la justice. Quelle est cette question qui vous n'a pas été posée? Bon, aucune question n'a été échappée. Je pense que tout a été dit. Bon, peut-être à la prochaine sur ce qui n'a pas été relevé, avec ce que diraient nos communautés au travers les voies des ondes, nous reviendrons probablement pour éclairer la lanterne. Nos portes, cependant, restent grandement ouvertes pour vous. À chaque fois qu'on aura besoin de vous, nous n'allons pas hésiter à vous contacter, mais vous aussi ayez l'élégance de nous répondre et de venir, parce que moi je considère que cette émission a été pédagogique. En même temps, les initiés du droit se sont retrouvés, mais aussi les étudiants en droit se sont également retrouvés. Allez, la dernière. Êtes-vous content aujourd'hui d'avoir fait les études de droit? Ben, je suis heureux d'avoir fait les études de droit. Et puis, j'exerce une profession par vocation. Je ne m'en plains pas. Merci, ça n'est fini. Bon début de week-end à vous tous. Chers téléspectateurs, Maman Katika Pinga, on te salue. Amoros Andemia, bonjour. Charlie Kitenge, un caméraman patron. Merci d'être là pour nous. Toussaint Loubaki, un directeur, régisseur, patron. Dieudonné Machoulov, intellectuel. Merci d'être là, malgré que ces derniers temps, vous me piquez beaucoup. Alors, je vous aime, chers téléspectateurs. Sinon, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision, la télévision de l'indépendance. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos productions. Alors, cette émission C'est Politique touche à sa fin. On se revoit le lundi pour un autre numéro, d'autres invités et une autre question d'actualité. À ça.